Alors, à partir du thème qui était proposé, j'ai intitulé mon intervention « Séparation et proximité ». Dans la continuité, si vous voulez, du dernier banquet, ou des derniers banquets, des deux derniers banquets, nous étions convoqués cette année, je parle au passé puisque la fin s'approche, nous étions convoqués à penser cet entre-deux ou mieux ce pli entre ce qui nous sépare et ce qui nous relie. Il est évidemment vain de dresser une liste des points de rupture ou de suture, parce qu'en réalité, ce qui nous relie peut à tout instant devenir ce qui nous sépare, et que rien n'est plus mouvant que les frontières, que les points de contact entre l'intérieur et l'extérieur, entre un quelconque dedans et son dehors. Ce qui fait exister quelque chose à l'intérieur de limites crée du même coup, cela a été maintes fois rappelé cette semaine, un autre domaine hors de ces mêmes limites. La frontière sépare et relie simultanément. Ce qu'il s'agissait de penser cette année est de ce fait extrêmement ténu, fugace et volatile, pas seulement à cause du vent, mais plus intéressant peut-être que ce que nous étions invités à penser les années précédentes. Parce qu'il ne s'agissait plus de dire ce que nous sommes, qui est nous aujourd'hui, il ne s'agissait plus de dire ce que nous ne sommes pas, ce qui nous est étranger, mais il s'agissait d'interroger l'opérateur, c'est-à-dire ce qui produit la séparation, comme le lien. Le malentendu, vous le savez, est toujours possible. Deux hommes qui disent apparemment la même chose peuvent au fond être en parfait désaccord. De même, un désaccord apparent peut être la base d'un lien plus ferme qu'on ne l'aurait d'abord cru. Les ruses du langage et les postures perturbent les lignes que l'on aimerait nettement tracer entre nos alliances et nos oppositions. La séparation a mauvaise presse, parce qu'on se dépêche de l'entendre comme un retranchement, comme exclusion, quand elle est aussi, et pas moins, la condition d'un rapport clairement délimité et, de ce fait, plus équilibré. La proximité est spontanément valorisée, bien qu'elle soit parfois clivante, et produise aussi des clans et des chapelles. On a tôt fait, autrement dit, d'appréhender séparation et proximité au moyen d'une alternative, ou bien la séparation, ou bien la proximité. À s'en tenir là, on risque, je crois, de rater l'essentiel. Alors, pour illustrer la difficulté qu'il y a à fixer avec exactitude la frontière entre ce qui nous sépare et ce qui nous relie, je partirai du nous que nous constituons, vous et moi, ainsi que tous ceux qui participent de près ou de loin au banquet. Nous, co-présents ici sous ce chapiteau, enfin un peu dehors aussi, mais sous ce chapiteau, mais aussi pour certains, nous se renouant épisodiquement depuis plusieurs années. Nous, par exemple, qui réfléchissons depuis 3 ans au moins à la question de savoir qui est nous. Qu'est-ce qui nous lie, qu'est-ce qui nous sépare? Ce qui nous lie, par-delà le lieu, ce sont des habitudes, des amitiés fortes, d'autres qui se découvrent, qui se créent, mais surtout, et c'est ça qui m'intéresse évidemment, une parole qui se forme ici même, qui s'articule de diverses manières, qui circule et qui constitue le fond de nos échanges. Nous sommes liés par la parole pour un temps donné. Le temps du banquet, peut-être pour certains, le temps qui sépare un banquet d'un autre, je veux dire pour ceux qui reviennent d'année en année. Mais la parole ne nous sépare pas moins qu'elle nous lie. Vous voyez, je suis ici, qui parle, vous êtes là, qui m'écoutez, enfin qui parlez pour certains, mais qui m'écoutez. La parole nous rapproche sous ce chapiteau, à cette heure, au dernier jour du banquet, mais elle nous tient aussi à distance, les uns des autres. Vous dans le public, moi sur l'estrade. L'échange est codifié, quelque peu unilatéral, il a quelque chose d'un rituel. Un homme s'adresse à de nombreux autres, et c'est pourtant lui seul que les autres écoutent. C'est en même temps très gratifiant et légèrement angoissant vu votre nombre. La parole qui se déploie est comme assurée de ne pas rencontrer d'obstacles, ce qui est une situation assez rarement réalisée dans la vraie vie, si je puis dire ainsi, en tout cas dans la vie quotidienne. Il y a comme un luxe de cette parole attendue et protégée. Et comme tout luxe, ce luxe n'a rien d'évident ni de naturel.
Et pour être agréable, cette configuration, la nôtre, n'en est pas moins quelque peu factice. La parole, chacun en conviendra, n'a rien d'anodin. En elle se trament les visions du monde qui s'ignorent, s'accordent, coexistent dans une certaine indifférence, s'épient, s'opposent ou se combattent, plus ou moins violemment. Notre actualité, j'y reviendrai pour finir, nous l'a rappelé si nous avions fait mine de l'oublier. Au fond, la crise que nous vivons est au moins autant une crise de la parole qu'une crise financière ou politique. Dans la parole, plus que par elle, parce que même ceux qui ne parlent pas sont pris dans le tissu des discours qui laissent parler les autres à leur place. Donc dans la parole se prennent les grandes décisions qui mènent les sujets, les hommes, à s'affronter. En elle, pourtant, se joue d'une certaine façon l'humanité de l'homme. La parole constitue l'espace d'un partage plus fondamental que tout autre. S'il existe une communauté, abstraction faite de tout contenu encore, c'est celle de ceux qui parlent. Je vais donc, vous l'aurez compris, examiner ce que c'est que parler, ce que c'est que cet acte qui, nous reliant, en vient parfois, évidemment, je me demanderai à quelles conditions, dans quelles circonstances, à nous séparer et vice-versa. Je me demanderai aussi ce qui, au sein de la parole, rend possible les retrouvailles entre des sujets séparés. Interrogeant le sens de cet acte, je me pose donc la question de la distance, de la juste distance entre sujets. Il y a bien davantage dans la parole que dans le logos des philosophes. Il y a bien plus, autrement dit, dans la parole que dans le discours raisonnable, que le grec désigne du même mot, celui de logos. Car d'être ce qui nous constitue, la parole est d'une toute autre richesse que tous les discours que nous produisons et qui expriment, dans le meilleur des cas, ce que nous sommes capables de penser, d'imaginer, de concevoir, de désirer. Par-delà l'entendement, faculté de comprendre et de nous entendre, indépendamment de la rationalité, entendue en son sens courant, la parole met en jeu la sensibilité des sujets, leur mémoire, leur imagination. Ce qui s'y joue concrètement, c'est pour chacun de nous sa singularité, la trame même de ce qu'il est en tant qu'être séparé de tous les autres. Chaque existence possède sa propre saveur. Celle-ci est indissociable de la parole. L'hébreu biblique le sait, pour qui sens et goût peuvent se dire d'un même mot. Sens et goût, la parole est toujours aussi émotion. Cette émotion, elle a été palpable, évidemment, durant les derniers banquets, mais enfin partout ailleurs en ce moment, ces dernières années, du fait des événements violents qui nous ont touchés, en tout cas qui ont touché certains proches, pour chacun, je suppose. Mais l'émotion contenue dans la parole et qu'elle véhicule aussi ne suffit pas. Puis, je crains qu'elle ne favorise, à se contenter d'être ce qu'elle est, une forme de participation, une forme de communion, qui est finalement comme la négation de la parole. L'émotion est intimement liée à la parole, mais elle tente à s'en émanciper pour lui substituer une participation muette. Elle n'est donc pas exempte de ce qu'on pourrait appeler un certain paganisme. Il ne s'agit évidemment pas de prétendre échapper à l'émotion, mais de garder à l'esprit, surtout lorsqu'on la ressent, qu'elle ne saurait se suffire, qu'elle en appelle à des formulations qu'on n'est pas encore capable de produire, mais qui attendent de l'être. L'émotion, si vous voulez, est cette mutité provisoire, ce cri, ces pleurs, enfin, ça revient quasiment au même, cette impossibilité à dire qui pourtant devra être relayée par la parole. Heureuse ou malheureuse, elle rapproche apparemment, lorsqu'on la partage, mais au fond, elle ramène chacun à sa solitude et elle sépare davantage qu'elle ne soude. C'est pourquoi il faut essayer de la changer en parole pour redessiner les contours d'un espace commun et échapper, si possible, à la clôture sur soi, pour réintégrer l'horizon de ceux qui parlent. La parole
nous met en relation sans effacer la distance qui nous sépare. Elle rend possible ce que Lévinas appelle la proximité, rapport non fusionnel avec un prochain qui n'est pas soi. En ce sens, elle dit mieux la relation entre des sujets séparés que la vision, sens de prédilection pour les philosophes depuis Platon. Ce que je vois en effet, je l'embrasse du regard, je le situe dans l'espace, à 2 pas de moi, sur la gauche, devant, derrière, etc. Je le comprends, au sens premier du terme. Par la vision, je constitue un monde qui est mien et dans lequel chaque objet, au sens large, chose ou autre homme, chaque objet occupe une place déterminée par le centre de gravité de tout système perceptif, la conscience percevante, ma conscience. La vision, ainsi entendue, constitue une métaphore de la connaissance et tend à la totalisation, sinon à la totalité. Certes, le regard d'autrui implique, lorsque je le croise, une certaine distance. Mais cette distance reste relative parce qu'elle n'empêche pas la saisie synoptique dès lors que je regarde autour de moi et vous totalise. Au livre 6 de La République de Platon, Socrate se livre à une analyse de la vision. Son propos, pour situer un peu le passage, son propos est de distinguer les choses multiples que nous saisissons à l'aide de nos sens, principalement de la vue, des idées, une, que nous concevons mais que nous ne voyons pas. Le privilège de la vue, opsis, repose sur une particularité de ce sens par rapport aux autres qui n'ont qu'à s'exercer pour nous livrer sensations et perceptions, alors que la vue est soumise à une condition supplémentaire, qui est la présence, ou plutôt, condition supplémentaire, qui est la lumière, la présence de la lumière. La présence d'un objet visible et d'un système oculaire efficace ne suffit pas pour nous faire voir quelque chose. Il faut un troisième terme, la lumière. Seule la lumière permet de saisir formes et couleurs. La vision, aïstésis, une des formes de l'aïstésis, implique l'union de la puissance de voir, celle de mon œil, et de la puissance d'être vu. Union rendue possible par la lumière qui est simultanément condition de la visibilité et de la vision. La lumière, on sait qu'elle émane du soleil. L'œil peut donc être dit solaire, au sens où il est dans notre corps, ce qui s'apparente le plus au soleil dans le cosmos. Par ailleurs, Platon, Socrate, dans ce passage, établit une analogie entre le soleil et le bien qu'il cherche à définir. Pour le corps, l'équivalent du bien est l'âme. Le rapport de l'âme à l'œil est analogue à celui du bien et du soleil. Celui de l'âme au bien, analogue à celui de l'œil et du soleil. Il existe dans l'âme, dans toute âme, un état équivalent à celui d'un œil qui s'épuiserait à observer dans l'obscurité sans parvenir à voir quoi que ce soit. Faute de lumière. Le sens fonctionne alors, il se trouve en présence d'un objet à voir, mais la conjonction n'opère pas, faute de la présence de l'élément au sein duquel seule une telle association pourrait avoir lieu. Cet état, Socrate le nomme opinion. Pour penser vraiment, l'âme doit le faire dans l'élément du bien et l'objet qu'elle pense doit en être éclairé. La vérité requiert la présence du bien, comme la vision claire, celle du soleil, plus précisément. De même que la vue a besoin de la lumière, de même la vérité a besoin de l'intelligence que produit le bien. L'intelligence comme lumière du bien. Faisant porter ses efforts sur des objets obscurs, l'âme ne saurait faire qu'opiner. Elle fonctionne, ce faisant, comme fonctionne un œil ouvert dans la pénombre. Il voit sans voir, il exerce sa puissance en vain. Commentant ce passage dans De l'existence à l'existant, Lévinas écrit la chose suivante, je cite. « L'espace éclairé est tout entier ramassé autour d'un esprit qu'il possède. Dans ce sens, il est déjà comme le produit d'une synthèse. Grâce à la lumière, autrement dit, le monde est nôtre. Elle nous donne en ce sens le monde, c'est-à-dire un espace dans lequel nous pouvons établir des repères
afin de nous y mouvoir autrement que comme des aveugles à tâtons. La lumière nous confère donc une certaine maîtrise, un certain pouvoir. Lévinas, toujours dans totalité et non, toujours dans de l'existence à l'existant, pardon. C'est en cela que la vision est le sens par excellence. Elle appréhende et situe. La relation de l'objet au sujet est donnée en même temps que l'objet lui-même. Déjà, un horizon est ouvert. Alors, ceux qui étaient au séminaire savent, mais je dis pour les autres, que Lévinas fait une distinction entre espace, l'espace infini, et l'horizon comme portion d'espace délimitée par mon regard. Déjà, un horizon est ouvert. La lumière rend donc possible cet enveloppement de l'extérieur par l'intérieur, qui est la structure même du cogito et du sens. Dans Totalité et Infini, son premier grand ouvrage, Lévinas a essayé de déborder l'horizon de la vision, et ainsi, c'est son projet, l'ontologie dans son ensemble. Et il a forgé, pour le faire, la notion d'expression, qui signifie chez lui l'acte même par lequel le visage se donne en échappant à la perception visuelle, en débordant sa forme, dit Lévinas. Le visage parle, en effet. Il est expression. Autrement dit, il est porteur d'un sens qui nous précède et que nous ne saurions organiser en un panorama ou un paysage qui l'épuiserait intégralement. Lévinas, dans Totalité Infinie. La notion du visage nous conduit vers une notion de sens antérieure à toute donation de sens. Bon, c'est un terme technique que Lévinas écrit en allemand, Sinngebung, mais donation de sens, et ainsi indépendante de mon initiative et de mon pouvoir. Il existe donc, selon Lévinas, un rapport plus immédiat que celui du contact lumineux réalisé par la vision, celui du face-à-face, lequel se réalise dans la parole. En elle, il distingue, en s'appuyant en partie sur les analyses de Husserl dans les recherches logiques, deux aspects ou deux dimensions. Celle de la désignation, d'une part, celle de l'exposition, de l'autre, que mettent respectivement en œuvre ce qu'il appelle, ce sont des notions proprement lévinassiennes, le dit, DIT, et le dire, le verbe. Je le cite. C'est dans Autrement qu'être, cette fois-ci. Le langage, comme dit, peut se concevoir comme un système de noms identifiant des entités, et dès lors, comme un système de signes doublant les étangs, désignant des substances, des événements et des relations par des substantifs, ou par d'autres parties du discours dérivées des substantifs, désignant des identités, bref, désignant. Mais, et avec autant de droit, le langage se conçoit comme verbe dans la proposition prédicative, où les substances se défont en mode d'être, en mode de temporalisation, mais où le langage ne double pas l'être des étangs, où il expose la résonance silencieuse de l'essence. Donc, le dit, c'est le langage dans son usage le plus évident, qui nous sert à désigner les choses et les actions. Mais tout dit renvoie à un dire, renvoie au fait même que quelqu'un prend la parole et l'adresse à un ou des autres. C'est la dimension du dire, dans laquelle la parole est essentiellement exposition. Et Lévinas nous invite à entendre ce terme dans les deux sens qu'il peut revêtir dans notre langue. Le sens le plus immédiat, lorsqu'on parle, on expose, on communique quelque chose, et pour ce faire, deuxième sens, on s'expose. Parler, en effet, c'est s'exposer au risque de l'incohérence, de l'incompréhension, du quiproquo, mais c'est aussi et surtout faire appel à l'intelligence des autres qui nous écoutent. Évidemment, parler ne suffit pas. Parce que toute parole comporte un risque d'incohérence. Échapper à cette incohérence constitue l'une des occupations principales de l'homme qui parle. Ce qui différencie de ce point de vue les sujets les uns des autres, ce sont les stratégies qu'ils mettent en œuvre à cet effet. Alors je vais en énumérer quelques-unes. L'une des plus fréquentes consiste à renoncer à la parole sans se taire pour autant. Parce que les hommes qui sont vraiment capables de se taire sont assez peu nombreux. C'est ce qu'on appelle le bavardage. Bavardage qui ne prétend pas à la cohérence. Et pour qui la question du sens de ce qu'il dit est au fond indifférente. Le propre du bavardage est de n'avoir aucun souci de signification.
de ne s'écouter lui-même que d'une oreille distraite et de se complaire dans une superficialité qui produit un certain lien. Le bavardage n'est pas dénué de fonction. Socialement, il est même tout à fait utile. Et il peut être extrêmement agréable à ceux qui le pratiquent. Mais il est plaisant justement en ceci qu'il ne requiert de celui qui parle aucune cohérence et qui lui permet de s'extraire de l'exigence propre à l'exercice de la parole. En s'installant dans le bavardage, les hommes s'efforcent d'atteindre une certaine forme d'apesanteur. La parole, réduite au pur bavardage, n'a plus en effet besoin d'être soutenue à l'existence par un homme. Celui-ci s'efface au profit d'un babil désincarné, encore une fois potentiellement jouissif, mais sans sujet. Deuxième stratégie, la rhétorique. La rhétorique offre une autre échappatoire au risque de l'incohérence. On peut, par la pratique et l'exercice, forger une langue belle au point de posséder les apparences de la suffisance à soi. L'éloquence, la capacité à ordonner harmonieusement le chaos de la langue, parvient à faire de l'incohérence un trait passager, n'existant plus qu'en sursis, dans l'attente de la phrase suivante qui permettra au rhéteur de retomber sur ses pieds comme un sportif aguerri et entraîné après son saut. Le salut de la parole rhétorique se trouve dans ce qui vient, dans ce qui va être dit, et qui éclairera rétrospectivement ce qui est en train d'être dit. La rhétorique, c'est donc la dissolution de l'incohérence de la parole au moyen d'un mouvement fluide, d'un glissement parfaitement maîtrisé. De là, la fascination qu'elle exerce sur les grands esprits. De là qu'on ait pu la confondre avec la philosophie, bien qu'elle en diffère du tout au tout. Pour opérer, cependant, pour fonctionner, pour dissoudre son intrinsèque possibilité d'incohérence, la parole doit retentir et court à nouveau le risque qu'elle cherchait précisément à éviter. Et on comprend que le rhéteur soit intarissable. Il doit constamment défaire l'équivoque qu'il vient d'énoncer, mais il ne peut le faire qu'au risque de produire d'autres équivoques qu'il lui faudra ensuite désamorcer au moyen du langage. Dans ce tourbillon, je vous signale que le tourbillon, ce n'est pas simplement l'image, mais c'est un concept qu'on trouve dans le Saint-Genet, comédien et martyr de Sartre, qui sert à Sartre à décrire les raisonnements totalement tordus mais parfaitement convaincants que Genet se tient à lui-même pour se confirmer dans son être. Donc, dans ce tourbillon, la rhétorique fascinante se puise et se perd. Troisième stratégie, l'ironie. L'ironie entendue dans son sens courant. Je laisse de côté la question de l'ironie socratique, un cas à part. C'est une autre des stratégies de langage. Généralement défensive, elle consiste, comme l'a dit Aristote, très bien, elle consiste à en dire moins qu'on en sait, à cultiver l'euphémisme. Creusant au moyen de sa parole la distance entre sa pensée et lui, l'ironiste met ainsi la première, sa pensée, à l'abri, parce qu'elle n'apparaît que masquée. Son ironie est un filtre qui rend extrêmement difficile le départ entre le masque et le visage véritable. Elle agit comme une doublure, cachant ce qu'elle recouvre. L'aconisme paradoxal que celui qui use pourtant du langage et vise à en dire le moins possible, sans cesser de parler. L'ironie suggère, elle laisse toujours entendre sans jamais dire. Elle suppose une forme d'entre-soi qui exclut l'ensemble de ceux qui n'en sont pas. Par l'ironie, l'homme se sépare, se met à l'abri, dissout ses liens. C'est Hegel qui disait que l'ironie dissout toute chose, au risque de la solitude. L'ironie se méfie de la rhétorique, elle se moque de sa grandiloquence, de son enflure, mais en vérité, elle produit elle aussi un tourbillon qui se meut en sens inverse de celui de la rhétorique. Si le premier, par convention, est centrifuge, le second est centripète, qui ramène tout à un point de néant. Si la rhétorique dilue à l'infini, l'ironie anéantit. Ensuite, ce que j'appelle le ton péremptoire. Ton péremptoire qui consiste à donner à toute proposition qu'on profère un caractère universel. C'est une forme très fréquente chez ceux qui font profession de pensée, et particulièrement dans notre épicerie qui est la philosophie. Parce que tout philosophe, presque tout philosophe, est persuadé que ce qu'il pense seul touche au vrai. Tout est eau, par exemple. Tout est feu. Tout est air.
Pierre Kay en a parlé l'autre jour, les formules présocratiques. Variante possible, dont on a peut-être entendu des échos durant ce banquet, tout est politique. Certes, si tout est ceci ou cela, la cohérence parfaite est atteinte. Mais au bout du compte, c'est au prix de la parole et de la pensée. Si une formule suffit à tout dire, rien ne saurait s'en excepter qui méritât encore d'être dit. Ainsi, on peut répéter à l'envi que tout anticommuniste est un chien, c'est le jeu des devinettes, ou que tout homme est mortel, engagement volontariste et ostentatoire dans le premier cas, tautologie dans le second, hein, sans fin. La version basse du penchant péremptoire, c'est le slogan, si souvent pratiqué par nos penseurs en guise de pensée. Sa version haute, c'est la théorie ou le système. Les penseurs péremptoires s'en tiennent rarement à une formule unique, et chacune de celles neuves qu'ils forgent a pour tâche de dire le tout autrement que la précédente. Alors évidemment, la nouvelle formule risque de se révéler très différente de l'ancienne et la cohérence systématique d'en être affectée. Tout dépendra dès lors de la puissance rhétorique propre à chaque penseur. Puissance, tu peux revêtir diverses formes. La dialectique, par exemple, permettra, en simplifiant, de passer de tout est A à tout est B, avant de conclure de façon absolument cohérente que tout est C. Au raisonnement classique, la dialectique ajoute le rythme, la scansion du temps. Elle fait danser le système, si l'on peut dire. La proposition tout est, trois petits points, quel que soit le prédicat, tout est au sens strict présocratique. Elle peut servir de base à des systèmes de pensée extrêmement complexes, qui n'en restent pas moins un peu massifs dans la volonté qu'ils expriment d'enclore, dans les limites d'une notion, la totalité du réel. La pensée consiste précisément à ne pas s'en tenir à de telles réductions, si convaincantes, si séduisantes soient-elles. Pas question, évidemment, de nier l'importance de l'eau, du politique, du logos, du feu. Impossible, cependant, de réduire la totalité du réel et du pensable à aucun de ces termes. Parler, c'est éprouver le risque de l'incohérence, ne pas l'accepter, l'incohérence, mais affronter consciemment celui-là, le risque. Éviter, autant que faire se peut, le bavardage, la rhétorique et la prétention déguisée en intelligence. On commence à parler en répétant ce qu'on a entendu d'autres hommes dire. Et la question se pose de savoir qui parle alors. Celui qui répète ou celui qui le répète. Chacun peut surprendre dans son propre langage, dans son usage de la parole, des moments de ventriloquie où il parle sans être l'auteur des paroles qu'il prononce, paroles entendues, remémorées, reprises à l'identique, plus ou moins consciemment, plus ou moins volontairement. L'acquisition du langage associe mimétique, imitation, et apprentissage théorique. L'imitation fournit le matériau. Son, d'abord, puis mots distinctement énoncés, expressions, agencement de mots, tournure de phrases. L'apprentissage théorique permet une certaine mise en forme, une certaine structuration de ce matériau. Alors certes, on peut parler en apprenant très peu. Alors on imite beaucoup. Et on peine de ce fait à faire sien ce que l'on répète. À ceux qui parlent de la sorte, le langage pèse, parce qu'il n'est que matière opaque, résistante, quand ils visent, en parlant, comme nous tous, une certaine transparence. D'où la tendance à se délester du langage pour se soulager, à alléger la langue, à la réduire à sa plus simple expression. À l'extrême, cela produit ce que Platon appelait la misologie, la haine du langage. Peu de mots, toujours les mêmes, véhiculant l'illusion d'un langage léger. Alors pour ceux qui fréquentent les jeunes gens dans les établissements scolaires ou ailleurs, qu'on lestera le cas échéant d'un « vous voyez ce que je veux dire, monsieur ?» Un langage léger qui ne ferait plus obstacle à l'expression. En réalité, pauvreté abyssale de ce langage dépourvu de savoir et, au fond, c'est ça le vrai problème, impuissance à dire vraiment quoi que ce soit. On peut à l'inverse, c'est moins fréquent, on peut à l'inverse connaître la structure d'une phrase, la syntaxe d'une langue sans parler pour autant. Faute de matériaux, précisément. On peut, par l'apprentissage, disposer d'une langue restée sèche, inanimée. Elle permet parfois de lire, de comprendre, mais pas encore de parler.
Imitation et apprentissage sont tous deux nécessaires à la parole. Faire l'économie de l'une ou de l'autre, c'est échouer à parler vraiment. Répéter seulement, c'est n'être pas à même de produire du sens, de façonner la langue de telle sorte que la mimésis, l'imitation, ne soit plus simple récitation, mais reprise et en quelque sorte création. Car celui qui récite, et je cite Sartre dans l'Idylle de la famille, celui qui récite ne fait que prêter sa voix à un objet transcendant qui se réalise par elle et s'envole vers des glottes nouvelles. À l'inverse, apprendre une langue permet d'en saisir la forme et de l'informer au sens aristotélicien, c'est-à-dire de lui donner forme, sans savoir si la forme que l'on produit ne restera pas parfaitement abstraite, si elle fera sens pour ceux qui usent de la langue. Car celui qui informe ne fait qu'actualiser une possibilité de la langue, dont il ne peut être certain qu'elle sera entendue et comprise, dont il ne peut savoir d'avance si elle sera reprise à leur compte par d'autres. Il importe dès lors de se demander qui on imite en telle ou telle occasion, sitôt qu'on est à même de le faire. Car si la mimésis est inévitable, la rendre consciente d'elle-même permet d'instaurer un écart, de passer d'une ventriloquie subie à une inspiration reconnue. Si la parole est inspirée, elle n'est pas simple répétition. L'inspiration s'oppose en effet en tout point à l'imitation. La parole inspirée est créatrice en ceci qu'elle déborde celui-là même qui la profère. Peut-être n'a-t-elle pas sa source en lui, mais elle ne se réduit pas à un simple écho renvoyé. Il y aurait donc, si vous voulez, deux formes d'étrangeté de la parole. L'étrangeté empruntée, la ventriloquie, et l'étrangeté inspirée. Dans les deux cas, je parle. Dans les deux cas, je n'est pas un sujet fermé sur soi, car la parole lui vient d'ailleurs. La différence se joue, en fait, dans la réception de cette parole, qui est ipso facto, du même fait, sa réflexion au sens physique du terme. L'imitation produit des simulacres apparemment interchangeables. L'inspiration produit autre chose. Une interprétation chaque fois singulière de la parole. La lune, pour rester dans les images, la lune reçoit et réfléchit la lumière du soleil, mais sa lumière n'est pas solaire. C'est la même lumière devenue lunaire. Parler, c'est donc reprendre. Interpréter plutôt que simplement répéter. Mais il est des hommes, je les appellerai des petits hommes, si vous me permettez, qui passent leur vie à répéter. Pour eux, qui prétendent pourtant au nom glorieux de penseurs, la pensée n'a en vérité aucune importance. C'est vrai d'une bonne partie de ceux qu'on identifie comme intellectuels dans la société française. Car ce nom intellectuel confère une certaine épaisseur à celui qu'il porte. Certains souhaitent donc, on les comprend, jouir de son prestige sans accomplir pour autant le travail qui en est le fondement. Ordinairement, simplement, le nom d'intellectuel désigne ceux qui travaillent intellectuellement, ceux qui produisent quelque chose dans l'ordre de la pensée. Les petits hommes veulent la réputation sans fournir aucun travail réel. Pas d'élaboration, pas de proposition, mais une sempiternelle répétition, une ritournelle, dénuée de tout effort en vue de penser nouvellement quoi que ce soit, mais qui donne les apparences de la pensée. Alors, comment est-ce possible ? Comment passer pour un penseur sans penser ? Il suffit de paraître penser. Par l'imitation, qu'on regarde les titres des livres publiés par nos grands intellectuels, on l'avait souligné avec René dans une tribune il y a quelques années, par l'imitation, par la citation, par l'apparente familiarité avec ceux qui pensent, par leur fréquentation, on espère, ou on peut espérer en tout cas, bénéficier d'un peu de leur aura. Ou encore, version moins sympathique, en occupant les lieux de pouvoir. Parce que le pouvoir compte, ô combien. Qui en dispose bénéficie en même temps et du même coup du droit de parler sans que personne ne le contredise. Le monde intellectuel, le nôtre, c'est aussi un monde de pouvoir. Qui osera contredire celui qui dirige sa thèse ? Qui, le directeur du cahier des livres dans lequel il espère qu'on parlera de ses travaux ? Qui, l'auteur célébré par tous ? En réalité, une servilité sans pareil règne
dans notre monde intellectuel, et cette servilité est d'autant plus révoltante qu'elle tient un discours de liberté, d'audace et d'anticonformisme. Il suffit d'écouter parler les imposteurs, il suffit de les écouter s'écouter parler, il suffit de les regarder fanfaronner en accumulant des platitudes. Pas un de leurs discours ne résisterait à une exposition réelle, parce que c'est précisément cette exposition réelle que le pouvoir permet d'éviter. Il autorise à parler en toute impunité, même lorsqu'on dit les pires énormités. Goût du paradoxe éculé, ivresse de soi et de sa parole, parole creuse déguisée en thèse. C'est en fait la parole même. En tant qu'elle accompagne l'acte de pensée, la tentative toujours délicate de dire les choses, de les articuler, de les peser en les disant, de les éprouver dans sa propre voix, les formulant, qu'ils abîment, ces imposteurs, qu'ils dévaluent. C'est le dire, la notion lévinassienne dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est le dire qui le rendent indigne, voire ignoble. Si les financiers qui provoquent les crises économiques sont condamnables, combien plus encore ceux qui détruisent la noblesse de la parole et de la pensée. Car de cette destruction-là procèdent beaucoup d'autres destructions qu'on a tort de tenir pour négligeables. S'éloigner, autant que faire se peut de ces gens-là, s'en séparer, malgré, plutôt à cause de la proximité purement mimétique, voilà une des maximes les plus impérieuses pour qui cherche à penser. Ce qu'il perdra de surface sociale, il le gagnera en puissance réelle, celle de savoir ce qu'il dit et ce qu'il en coûte de le dire. Alors, comment distinguer les deux modalités de parole qui se ressemblent parfois au point qu'on les confonde? Rien ne ressemble en effet davantage à la parole que le discours. Je vais expliquer la différence dans un instant. Dans le Phèdre de Platon, Socrate rapporte ou invente un mythe égyptien relatif à l'invention de l'écriture, et il distingue deux types de discours, le discours vivant et animé d'une part et le discours écrit de l'autre. Le récit, que je vais vous lire tout de suite, rapporte l'échange entre Teut, divinité inventive, et Thammuz, qui régnait alors sur l'Égypte. Le premier, Teut, présente au second ses inventions, et le second estime leur utilité réelle. Je cite donc ce mythe inventé par Socrate à partir de mythes déjà existants. Donc il lui présente plusieurs inventions. Mais quand on en fut à l'écriture, voici, ô roi, dit Teut, le savoir qui fournira aux Égyptiens plus de Sophia, sagesse, savoir, et plus de Mnémée, mémoire. De la Sophia et de la Mnémée, le remède a été trouvé. C'est l'écriture. Mais Thammuz répliqua, ô Teut, le plus grand maître est art. Autre est celui qui peut engendrer un art, autre celui qui peut juger quel est le lot de dommages et d'utilité pour ceux qui doivent s'en servir. Et voilà maintenant que toi, qui es le père de l'écriture, tu lui attribues par complaisance un pouvoir qui est le contraire de celui qu'elle possède. En effet, cet art produira l'oubli dans l'âme de ceux qui l'auront appris, parce qu'ils cesseront d'exercer leur mémoire. Mettant en effet leur confiance dans l'écrit, c'est du dehors, et grâce à des empreintes étrangères, et non du dedans, grâce à eux-mêmes, qu'ils feront acte de remémoration. Ce n'est donc pas de la mémoire, mais de la remémoration que tu as trouvé le remède. Quant à la science, ou à la Sophia, à la sagesse, ou à la science, c'en est la semblance que tu procures à tes disciples, et non la réalité. Lors donc que grâce à toi, ils auront entendu parler de beaucoup de choses, sans avoir reçu d'enseignement, ils sembleront avoir beaucoup de Sophia, alors que dans la plupart des cas, ils n'en auront aucune. De plus, ils seront insupportables dans leur commerce, parce qu'ils seront devenus des semblants de sages, au lieu d'être des sages. Alors, quand on lit vite, ce qui est le cas la plupart du temps, on croit que ce passage énonce la préférence accordée à l'oral sur l'écrit, préférence qui justifierait, si vous voulez, la pratique socratique du dialogue non écrit. Un commentateur avisé réfute cette croyance. Je le cite. En fait, la critique de l'écriture par Platon dans le Phèdre n'instaure pas une opposition radicale entre discours parlé et discours écrit. Et il en veut pour preuve un passage du même dialogue du Phèdre, toujours, qui énonce, je cite, qu'il n'y a rien en soi de laid à écrire des discours. Bon. De fait, l'opposition que tous plaquent spontanément sur le texte, écriture, oralité, n'y apparaît jamais explicitement. Preuve qu'il faut y lire autre chose. Alors voilà ce que le commentateur en question propose. Je le cite.
Elle rappelle une distinction qui, depuis, est devenue une vérité d'évidence. C'est la distinction entre information et connaissance. L'écriture est un moyen permettant la transmission et surtout la conservation de l'information. Elle n'assure d'aucune façon la connaissance effective de cette information. Or, le doute de Tammuz, dans le texte que je vous ai lu, le doute de Tammuz quant au fait que l'écriture constitue le remède à la science et à la mémoire, renverrait, selon ce commentateur, à sa volonté de distinguer fermement mémoire et connaissance. En grec, il y avait bien cette opposition, mnémé, sophia, mais elle n'était pas mise en concurrence. Le texte, si vous voulez, dit davantage. Le texte dit, ou Tammuz dit dans le texte, que les espoirs que Teut place dans l'écriture, tant du point de vue de la sophia que du point de vue de la mnémé, sont vains, qui n'aboutiront pas. Tammuz ne lui reproche donc pas d'avoir confondu les deux, comme le dit mon commentateur, mais il prétend que l'écriture ne produira pas la mémoire, bien qu'elle puisse favoriser l'upomnésis, la remémoration, et qu'elle ne produira que l'apparence de la sagesse, disons l'imposture intellectuelle. Le texte du Phèdre énonce donc une différence fondamentale entre deux formes de discours, ou plutôt entre deux pratiques du discours. Une autre commentatrice, cette fois-ci, veut entendre dans ce passage la distinction du discours écrit et du discours philosophique. La distinction, ce serait écrit philosophique, pas écrit oral. Dès lors, l'écrit ne doit plus être pris dans sa signification littérale. Donc je la cite. Est écrit tout discours qui ne change rien, ni en celui qui le tient, ni en celui qui le reçoit. L'accent est mis, vous l'avez entendu, sur la puissance de la parole. Discours animé et vivant d'un côté, discours dénué d'âme de l'autre. Je cite une dernière fois la commentatrice en question. User d'une certaine façon du logos, c'est que l'on trace des signes ou que l'on profère des sons écrire. En user d'une autre façon, c'est que l'on parle ou que l'on écrive philosopher. Aucun écrit n'est philosophique. Il n'y a pas d'écrit philosophique, mais il y a des discours philosophiques. Alors, peut-être qu'il y a là un forçage du texte, mais ce forçage résulte d'une volonté de lui donner un sens, au lieu de le rabattre sur une distinction extérieure. Entre les deux types de commentaires, le premier qui ramène le texte à une distinction extérieure, le second qui s'efforce de lui donner un sens, quitte à paraître le déborder, la distinction, c'est celle de l'académisme et de l'interprétation. Je suis la seconde pente, celle de l'interprétation, et je propose de distinguer le discours vivant et animé, celui qui parle en assumant le risque de la parole, et le discours écrit qui ne parle pas, bien qu'il semble le faire, mais répète, radote ou ne dit rien. Pour ma part, pour fixer les notions, j'utiliserai les termes de discours et de parole. Le premier terme, discours, c'est le discours constitué, figé, le trop de paroles dont nous souffrons au moins autant que du trop peu dont a parlé Patrick ce matin. Et le second, la parole, désigne la parole se faisant. On peut appliquer, avec un tout petit peu d'amusement, cette distinction des deux modes de parole à la forme conférence qui nous réunit présentement et qui nous sépare d'un même coup. Donc je vous propose brièvement, avant d'arriver à ma conclusion, petite phénoménologie de la conférence comme forme oratoire du discours écrit. La parole, j'ai essayé de tenir ma promesse, la parole s'y expose à divers écueils facilement repérables. Alors, les notions ou les concepts sont de moi et ils ne valent que ce qu'ils arriveront à dire. Premier écueil, la procrastination oratoire. Manière qu'ont certains orateurs, de repousser continuellement le moment où ils vont parler de ce dont ils sont censés parler. D'hésiter au seuil du sujet, comme si le temps ne leur était pas compté. Une manière de parler sans jamais entrer dans la parole, en pure perte. Une manière de s'égarer par un remplissage inadéquat du temps imparti. La dénégation, qui consiste, très fréquente, à énumérer diverses manières de traiter le sujet pour dire qu'on ne les mettra pas en œuvre, au moment même où on s'engage dans l'une d'elles. L'égarement, ou l'incapacité à orienter son propos du fait de la masse, de l'épaisseur du texte écrit dont on ne parvient pas à se défaire. L'intensité muant en déviation
L'orateur ne sait bientôt plus où il en est lui-même, ni ce qu'il veut dire, et il annonce donc à ses auditeurs qu'il va devoir renoncer à dire ceci ou cela, car ce serait trop long. Et à ce moment-là, en général, il fait passer une liasse de feuilles de l'autre côté de la table pour matérialiser le trop-plein de paroles qu'il épargne à ses auditeurs. Le discours préparé donne alors l'impression d'une réelle impréparation. La complicité qui délivre du soin de dire quoi que ce soit d'autre que ce qu'on devine que les auditeurs attendent, permet de faire de la conférence un agréable moment d'entre-soi où tout le monde se retrouve. Quand la tâche de la pensée est précisément de déranger, de bousculer et de détruire autant que faire se peut l'entre-soi. L'obscurité, le discours fermé sur soi qui reste totalement inaccessible et se perd dans sa propre complexité, au point qu'on se demande ce qu'on est venu faire là. Puis enfin, ce sera tout pour aujourd'hui, il y en aurait d'autres certainement, l'effondrement de la parole. Une parole d'abord vivante, qui peu à peu se déleste de son caractère vivant pour apparaître enfin dans son désarroi, au sens étymologique, dans son désarroi, produisant la déception de ceux qui, sensibles d'abord au souffle de la parole, assistent médusés à son essoufflement. De là, quelques règles que devrait s'imposer, en toute liberté bien entendu, tout conférencier, au moins à titre programmatique. Se tenir au cœur de ce dont il s'agit. Intensifier la parole en délaissant les à côté, ne rien évoquer dont on ne parle. Parler même si on prend appui sur un texte écrit. Ne pas compter exclusivement sur la familiarité de son public, même si elle est grande. Tenter de développer une parole adressée à celui-ci. Alors, conclusion. Ça sera moins drôle. Notre actualité nous confronte à des questions pesantes auxquelles nous pensions, à tort, ne jamais devoir être confrontés et qui nous reviennent en pleine figure. Questions dont la formulation même nous blesse, parce que nous étions certains que tous les hommes, si on les leur avait posées, auraient répondu comme nous. Alors, je vais en énumérer un certain nombre. Comme je sais qu'on surveille beaucoup les choses que disent les gens, je ne prétends pas à l'exhaustivité, je livre les questions telles qu'elles me sont venues dans l'actualité. Si j'oublie telle ou telle chose, qu'on ne m'en tienne pas rigueur, merci d'avance. Peut-on abattre à bout portant des enfants de 3, 6 et 8 ans parce qu'ils sont juifs? Peut-on légitimement tirer sur les visiteurs d'un musée parce qu'ils portent le nom de musée juif? Peut-on séquestrer, torturer, mettre à mort un jeune vendeur de téléphone parce qu'il est juif? Un marché, pour changer d'horizon et peut-être d'air, je ne sais pas, un marché mérite-t-il d'être pulvérisé parce que ceux qui y font leurs courses sont chiites? Faut-il tuer, sans plus de procès, ceux qui tournent en ridicule ou en laidisse, ce qui nous paraît le plus sérieux et peut-être le plus digne de respect? Peut-on détruire sans discernement des hommes et des femmes massés dans une salle de concert ou quelque autre lieu, quelle que soit par ailleurs la musique qu'ils écoutent? Doit-on bombarder des populations civiles pour se défaire de ses ennemis? Peut-on foncer dans la foule au volant d'un camion fou? Peut-on enfin égorger ou décapiter de ses propres mains un homme, journaliste, entrepreneur ou prêtre? Certains discours s'emploient aujourd'hui à répondre affirmativement à ces questions, et pas seulement ceux des terroristes. Car les discours ont vite fait de vouer les ennemis à la mort. Ils sont ordinairement relayés par la parole qui toujours les complique. Et notre drame actuel me semble pouvoir être dit de la façon suivante, sans prétendre évidemment dire toute la vérité, bien entendu. C'est une formulation de la chose. Notre drame actuel, c'est que des hommes se réfèrent à un texte écrit. Je ne parle pas seulement du Coran ici, je parle aussi d'autres textes écrits. Se réfèrent à un texte écrit qu'ils tiennent pour inamovible et ils ne soupçonnent même plus l'existence de la parole réelle qui, sans trahir l'écrit, l'écrit infiniment pour le maintenir en vie. Car un texte n'est pas grand de répéter toujours la même chose, mais de dire toujours quelque chose de nouveau. On peut répéter comme un mantra, vous m'excuserez, ce sera ma dernière saillie, on peut répéter comme un mantra que les assassins ne sont pas des imbéciles.
j'ai entendu quelqu'un le faire ici même il y a quelque temps, ça ne change rien au fait qu'ils sont incapables de penser réel, parce que la pensée consiste précisément à faire vivre les textes, pas à les faire disparaître, ni à les statufier. Se référer à des textes, ça n'est pas encore être un érudit, contrairement à ce qui se dit chez ceux pour qui l'érudition est une idée vague. Ça peut aussi signifier être dogmatique et borné. Il ne s'agit évidemment pas de rejeter les discours écrits comme tels, mais de parvenir à les aborder à partir d'une parole digne. Donc je reviens pour finir au Phèdre de Platon, qui nous suggérait que, contrairement aux apparences, les discours écrits produiraient un semblant de sagesse et une mémoire courte. Les hommes apparemment sages et dépourvus de réelle mémoire seront insupportables, disait Thammus. Alors je vous invite à entendre ce dernier terme de deux façons. Insupportable au sens courant, bien entendu, qu'il est insupportable, impossible de supporter, tant il est vrai que les pseudo-penseurs et intellectuels le sont, mais aussi, dans un sens un peu forcé, incapable de supporter ce qui ne s'inscrit pas dans leur discours. Ce qui nous sépare, ce n'est pas tant la coupure entre ceux qui parlent et ceux qui ne le font pas, que la coupure qui sépare ceux qui produisent des discours écrits et ceux qui vraiment parlent. Ce qui nous relie, y compris à ceux dont les discours prennent aujourd'hui un tour monstrueux, c'est le langage. Et il importe de savoir pourquoi il subit une telle crise. On peut évidemment opter pour la facilité et rejeter la faute sur les autres. Bon. En réalité, une crise d'une telle ampleur n'arrive jamais par hasard. Si la sclérose des discours est aujourd'hui si forte, et si elle est le résultat d'un mimétisme un peu mortifère, comme tous les mimétismes au fond, cela signifie que par-delà les discours, c'est la parole elle-même qui est en crise. Car la rigidité des discours dogmatiques n'a de sens, illusoire bien entendu, mais n'a de sens qu'à remédier à la vacuité, à l'inconsistance de la parole. Notre tâche, c'est donc de lui redonner l'intensité qu'elle a perdue. Non que, je ne fais pas d'illusion, non que la parole suffise à éteindre la violence et à nous mettre à l'abri des attaques. Je suppose que tout le monde a compris qu'on n'était plus à l'abri. Face à elle, face aux attaques, il faut se défendre. Et on ne saurait opposer à la force meurtrière qu'une autre force. Mais plus profondément, plus essentiellement, il faut convenir du fait que nous ne pouvons plus prétendre au luxe d'une parole fausse et creuse, d'un discours déguisé en parole. Il nous faut, malgré la menace, et au-delà ou par-delà l'inanité du bavardage intellectuel, il nous faut habiter pleinement la parole, ne plus rien, absolument rien, céder de notre puissance de parler, dans l'espoir qu'elle produise un certain lien, mais au risque qu'elle nous sépare. Merci.